Bonjour, je vous remercie à tous d'être là. Je remercie les organisateurs d'avoir la possibilité de présenter aujourd'hui à la fois mon travail de recherche, ses avancées, mes premiers résultats à travers le travail de doctorant que je vais aussi tâcher de vous présenter, de vous introduire à travers mon sujet de recherche. Donc moi, je suis doctorant en histoire moderne au laboratoire CERIC, donc de l'Université de Reims, et je travaille sur un sujet de thèse qui s'intitule « Les consuls d'Alep, les communautés levantines et la fabrique de la société ottomane au XVIIIe siècle ». Derrière ce sujet, il y a plein de choses qui rentrent en compte. On vous la synthétise aujourd'hui sous Alep au XVIIIe siècle, quand l'Europe rencontre le Levant. On va s'intéresser finalement à cet espace levantin qui correspond au Moyen-Orient actuel et où, à partir de l'époque moderne, donc à partir du XVe, XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, des Européens vont être de plus en plus présents, vont s'enraciner sous forme de communautés qu'on appelle des nations, protégée, représentée et encadrée par des consuls. Et cette présence européenne, elle dit beaucoup de choses à la fois sur les ambitions européennes au Levant, mais aussi sur les rapports entre l'Empire ottoman et les différentes communautés qui l'habitent. Tout d'abord, je vais revenir un petit peu sur mon parcours. J'ai fait des études d'histoire à l'Université de Reims, une licence en histoire que j'ai validée en 2016, suivie d'un master recherche en histoire sur des thèmes relativement proches de ceux que je travaille aujourd'hui. Je travaillais déjà sur des choses en lien avec l'institution consulaire, dans le cas chypriote, mais c'était quand même le cadre ottoman aussi. Donc j'ai étudié un petit peu comment l'institution consulaire, dans des postes plus petits, est développée par la bureaucratie française et comment ces territoires étrangers constituent en quelque sorte un laboratoire pour les États modernes européens qui commencent à se constituer et à prendre des formes qu'on leur connaît un petit peu plus aujourd'hui. Par la suite, j'ai passé les concours de l'enseignement en préparant notamment un master MEF à l'université Lyon 2. Je suis devenu enseignant après avoir obtenu le CAPES. J'ai démissionné de l'éducation nationale pour diverses raisons. Et ensuite, j'ai travaillé en tant que fonctionnaire dans la fonction publique territoriale au Grand Est notamment. Et ça, j'ai pu le faire grâce à mon master recherche en histoire qui était relativement valorisé auprès de la fonction publique. En 2022, mes anciens directeurs de recherche m'appellent et me proposent un contrat doctoral pour une thèse en histoire moderne parce que mes travaux précédents avaient plu, avaient relativement convaincu. Et donc, on me proposait non pas d'en assurer la continuité, mais en quelque sorte de travailler sur des sujets proches à partir de sources disponibles et de continuer ces travaux sur l'Empire ottoman et sur la pénétration des États européens dans cet Empire ottoman. Alors, quel est le cadre de notre étude ? Le cadre de notre étude, c'est Alep au XVIIIe siècle. Alep, c'est en Syrie, donc à ce qu'à l'époque on appelle le Levant, le Proche ou Moyen-Orient actuel, en fonction des définitions anglophones ou francophones, ça peut varier. Là, vous avez une carte de l'Empire ottoman environ au XVIIIe siècle. Alors, il n'est plus à son apogée, certaines de ses frontières ont reculé depuis son apogée qui est à peu près vers 1683. Ici, on voit la Syrie, on voit Alep indiqué. On voit que Alep se trouve tout à fait entre la jonction entre l'Europe occidentale et l'Extrême-Orient plus lointain. Ça, on y reviendra. Alep au XVIIIe siècle, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord une ville ottomane cosmopolite. Pourquoi cosmopolite ? Parce que Alep et ses 100 000 habitants, c'est la troisième ville de l'Empire ottoman. 100 000 habitants, peut-être plus en fonction des témoignages de l'époque, c'est énorme, considérable pour le monde turc, pour les pays d'islam, mais aussi à l'échelle mondiale. Paris, qui est une très grande ville à l'époque, c'est sans doute autour de 400 000 habitants. Marseille, qui est une des principales villes de France, c'est entre 50 000 et 75 000. Donc Alep, c'est une ville d'une taille considérable. C'est une ville que les Ottomans ont conquis lors de leur conquête de la Syrie, mais c'est une ville arabe avant d'être une ville ottomane. Et dans cette ville arabe, on trouve diverses communautés, notamment chrétiennes. Michel Fèvre, qui est un moine capucin missionnaire qui était présent à Alep, en recense pas moins de 14, avec leurs particularités religieuses, culturelles et sociales. Ces chrétiens à Alep, ils constituent, en fonction de comment on compte, entre 1/5 et 1/3 des habitants de la ville. Donc il faut bien imaginer que cet Empire ottoman et ces villes de l'Empire ottoman, ce ne sont pas des blocs unis, mais ce sont plutôt des lieux où cohabitent plusieurs types de communautés, souvent plus anciennement enracinées que les Ottomans eux-mêmes, qui sont souvent minoritaires dans leur propre ville. Et ça implique de très nombreuses choses dans la coexistence, dans l'histoire de ces villes en particulier. Et ça, on y reviendra. Alep, au XVIIIe siècle, c'est aussi un carrefour commercial. Un carrefour commercial, pourquoi ?
Parce que, comme vous le voyez, comme je l'ai un petit peu présenté, Alep, c'est à l'intersection entre l'Europe occidentale, c'est sur les marges de la Méditerranée, et ça ouvre vers le Moyen-Orient, la péninsule arabique, et plus largement vers l'Asie. De longue date, Alep, elle se trouvait sur les routes caravanières et ce qu'on appelait, à l'époque plutôt médiévale, les routes de la soie. À l'époque qui nous intéresse, les routes de la soie, elles ont décliné, mais les infrastructures, les routes, les caravansérails, ce genre de choses subsistent. Et donc Alep conserve une place considérable dans le commerce de longue distance, dans le commerce transnational. Il circule des biens et des marchandises, des épices, des soies, des produits textiles non transformés depuis le Moyen-Orient et l'Asie. Et l'Europe, progressivement et de plus en plus, renvoie vers le Moyen-Orient des produits manufacturés, transformés, et donc exporte aussi une partie de sa marchandise. On est en quelque sorte dans une forme de première mondialisation. Et à ce titre, Alep, par sa taille, par sa position géographique, est une ville importante pour les Ottomans, mais aussi pour les Européens qui s'y installent et y installent les structures de leur commerce de longue distance et progressivement aussi y posent certains enjeux géostratégiques et géopolitiques. Tout ça, ça aboutit à une ville d'Alep au XVIIIe siècle où se trouvent de très nombreuses nations étrangères et consulats européens. La présence de ce commerce de longue durée, la présence d'importantes communautés chrétiennes qui servent en quelque sorte d'intermédiaires, ça va permettre l'établissement à partir du XVIe siècle d'institutions consulaires. Les marchands étaient déjà présents, mais progressivement les États européens voient l'importance pour eux de structurer, encadrer, mettre un cadre politique et réglementaire autour de ces communautés. Et donc, progressivement, les grandes nations européennes mettent en place des consulats. C'était d'abord les pays italiens, les thalassocraties comme Venise, Gênes, Raguse, qui de longue date avaient fondé leur réussite commerciale à l'époque médiévale sur le commerce méditerranéen surtout. Et puis progressivement, ce sont les grands États, un peu plus éloignés de la Méditerranée, mais qui y développent leur commerce et qui voient en la Méditerranée un espace de développement politique, mercantiliste, exactement dans les idées de Colbert et du colbertisme. C'est donc la France, l'Angleterre, la Hollande et progressivement aussi des pays européens qui n'ont pas forcément de façade maritime. Ce sont les pays européens d'Europe du Nord ou du Saint-Empire romain germanique. Une fois qu'on a ce cadre qui est posé, commence le métier de doctorant. On a en quelque sorte choisi, élaboré un sujet, on a déjà quelques problématiques de recherche qu'on a évoquées ensemble. Et là, il faut aller se confronter aux sources. Se confronter aux sources, comment ça se passe? On va dans des fonds d'archives, on réserve des fonds, on essaye d'y accéder, c'est pas toujours automatique, et on accède soit aux fonds de manière brute, en quelque sorte, aux folios des correspondances consulaires qui constituent une partie importante de mon matériel pour comprendre ces dynamiques, ou on accède à des microfilms pour accéder à cette importante correspondance consulaire. Mes sources, elles étaient multiples. Je ne travaille pas sur des sources ottomanes ou arabes parce que ces sources, en partie, elles sont déjà connues. Elles ne sont pas forcément très nombreuses ou très intéressantes. Et puis aujourd'hui, dans le contexte qui est celui de la Syrie actuelle, c'est évidemment pas possible d'accéder à ces papiers qui, pour certains, on doute de leur conservation. J'ai pu accéder à différents fonds d'archives, des différentes correspondances consulaires et diplomatiques des Européens sur place. Parmi lesquels les Français, évidemment, les Anglais, qui constituent parmi les communautés les plus importantes à Alep. Et puis j'ai complété avec les Hollandais, qui sont un peu moins nombreux, mais qui sont importants. Et puis avec quelques informations issues des petits consulats italiens et de Rome, pour tout ce qui touche aux enjeux missionnaires, aux enjeux de religion qui sont prégnants dans cet espace qu'on appelle les Terres Saintes, et où les cours européennes y voient aussi un développement de leur soft power. Une fois qu'on a répertorié ces correspondances consulaires, ces sources, ça constitue quelques milliers, voire presque la dizaine de milliers de documents. Évidemment, même si on a échantillonné, on ne peut pas traiter toute cette information, et toute cette information n'a pas la même qualité et la même importance pour nous. Alors, ce qu'il va falloir commencer à faire, c'est trier. Pour ça, je constitue des tableaux avec des mots-clés, avec des tags, pour essayer de faire ressortir, via des outils informatiques, les choses qui ressortiraient plus et que moi, je ne vois pas forcément en lisant chaque document les uns à la suite des autres. Une fois que j'identifie des documents qui sont particulièrement intéressants, parce que la source écrite, c'est ce qui fait malgré tout l'essence du travail d'historien, eh bien,
j'en transcris certaines pour pouvoir utiliser la citation comme une preuve à la fois de la démonstration de mes hypothèses, de mes problématiques et des résultats que j'entends présenter. Une fois qu'il y a ce premier travail, il faut essayer de structurer en fonction de ces hypothèses, en fonction des choses qu'on trouve. Donc moi, je fais pas mal d'arborescence, etc. Et nativement, à partir de la source, commencent à apparaître des liens logiques, des connexions, ce genre de choses. Et c'est ça qu'on va interroger, nous, en tant qu'historiens. On va se demander pourquoi se structure autour d'un grand thème, d'un sous-thème, ou pourquoi il y a des connexions entre ces deux parties. C'est ça qui va vraiment, c'est les points de tension qui vont vraiment nous intéresser dans notre approche scientifique. Là, j'ai mis un petit tableau de ce qui constitue, selon moi, les étapes du doctorant en histoire. J'en ai déjà évoqué plusieurs. Une fois qu'on a fait ce travail de mise en place des sources, etc., il faut aussi le combler avec d'autres choses. Ces sources, il faut les mettre en regard d'autres sources, essayer de les croiser pour avoir un regard critique. Il faut aussi se nourrir de la littérature, ce que nous on appelle l'historiographie en histoire, pour essayer de savoir ce qui a déjà été fait, ce qui reste à faire, où est-ce qu'on se positionne, comment ces sources peuvent éclairer un aspect, en infirmer un autre, nuancer un second. Bref, on essaye vraiment de mettre en regard notre travail par rapport à l'historiographie, par rapport à ce qui existe. Parce que le travail de chercheur, c'est finalement une toute petite partie. On fait avancer la connaissance sur une toute petite section de la connaissance générale. Et cette connaissance générale, elle a été faite par d'autres historiens, parfois en remontant plusieurs époques. C'est donc un travail d'équipe sur le temps long que celui d'historien. Et à partir de ça, on peut préciser nos hypothèses et commencer à amener des réponses à certaines de nos problématiques. Je vous présente un petit peu les hypothèses qui étaient les miennes au début de mon travail de recherche et les différents résultats qui ont commencé à émerger au fur et à mesure de mes recherches. Une des grandes hypothèses, c'était que les consuls, en tant qu'agents diplomatiques, avaient une importance centrale dans les politiques de pénétration des États européens en Levant. Comment le dire autrement ? Les États, progressivement, au-delà des enjeux commerciaux, économiques, voient dans le Levant un terrain d'action possible de leur concurrence politique. Notamment entre les Anglais et les Français, c'est extrêmement flagrant. Celui qui aura le plus d'influence, le plus de prestige dans les États du sultan, gagne en quelque sorte des galons sur la scène européenne. Ça se confirme dans les sources par les pratiques des différents consuls. On observe aussi que les ambitions, elles diffèrent un petit peu en fonction des pays. Pour les Français, la dimension culturelle, sociale, presque civilisationnelle, elle est prégnante. Alors que pour les Britanniques, ils sont beaucoup plus dans une logique capitaliste et ce prestige, cette grandeur, cette concurrence, elle doit servir avant tout une destinée économique, une destinée commerciale. Et ça, on le retrouvera en partie dans les différences qui structurent, pour le dire simplement, les différences entre l'empire colonial français et l'empire colonial britannique. Les enjeux autour de la protection. Ces nations françaises, qui sont constituées finalement de peu d'individus au regard du nombre d'habitants de la ville, quelques centaines au maximum, ils sont entourés de toute une gamme d'individus qu'on appelle des protégés. Les protégés, ce sont des sujets de l'Empire ottoman, mais qui sont associés à la communauté française. Ce sont en général des chrétiens, mais pas forcément, et c'est toute une gamme de communautés qui gravitent autour de cette nation française. Et les enjeux autour de cette protection, elles nous permettent de nous poser des questions sur comment se structure l'identité, qui on pense français, qui on pense comme sujet ottoman, qu'est-ce qui définit l'individu, ses droits, ses devoirs, ses privilèges. Ça va vraiment être un enjeu central qui est compris par les contemporains eux-mêmes, par les consuls eux-mêmes, et qui font de la protection consulaire, de qui on protège et de l'étendue de cette protection, une forme d'extension de leur souveraineté au Levant. Et étendre sa souveraineté dans un pays qui n'est pas le sien, c'est en quelque sorte réduire celui du pays d'accueil, et ça va devenir un enjeu au XVIIIe et surtout au XIXe siècle, pour un empire ottoman qui est considéré comme l'homme malade de l'Europe, et que les grandes nations européennes aimeraient bien progressivement se partager. Et ça commence ici, en progressivement prenant des petites sections de cette souveraineté. On peut s'intéresser aussi à l'espace. À partir de l'espace et du plus petit niveau, avec une approche presque micro-historique, on peut déplier l'espace pour appréhender la géographie de la ville. On peut partir de la maison consulaire pour voir que ce lieu privé, il va être à l'extension d'enjeux politiques, sociaux et symboliques. Je pourrais y revenir lors des questions. Plus largement,
la géographie sociale de la ville, cette géographie historique, elle informe sur les rapports de domination, d'échange, d'interaction entre les communautés françaises, européennes et plus largement tous ces individus qui évoluent à Alep. Et ça permet de reconsidérer un petit peu ce que nous disent les sources ottomanes, souvent beaucoup plus normatives, issues des tribunaux de la charia, donc des juges islamiques, les qadis, qui montrent beaucoup moins ces échanges et ces interactions, qui montreraient plutôt des communautés comme des isolats, alors que de fait, il y a une fluidité dans les échanges et dans les interactions entre ces individus. Toutes ces questions, ça nous permet plus largement de poser celle de l'altérité. Comment on définit l'autre et comment on se définit par rapport à l'autre. Tout ça, ça pose des questions sur l'identité et plus largement sur comment cette identité s'incarne au Levant autour d'enjeux de souveraineté. Ces recherches, bien sûr, elles font progresser une petite partie de l'historiographie et elles posent des questions, notamment en histoire politique, en histoire économique. Ça ne bouleverse pas ce que certains grands auteurs ont pu penser, Max Weber, etc. Mais ça vient compléter et ouvrir de nouvelles perspectives sur le droit international, sur des questions d'identité ou sur des questions culturelles. Plus largement, à un moment où la Syrie est dans un contexte encore de guerre, de contexte d'instabilité, où les enjeux mémoriels sont extrêmement prégnants dans cette Syrie multiconfessionnelle et qui essaye de se construire, eh bien, travailler sur de tels sujets, c'est aussi proposer une autre vision, un autre regard sur celle de la Syrie, et donc ne pas laisser un regard purement étatique se construire sur l'histoire mémorielle de ce pays. Je vous remercie pour votre écoute.